La question de la souveraineté, aujourd'hui, c'est un terme qu'on entend de plus en plus à coller à de nombreuses thématiques, notamment la souveraineté alimentaire, hein. Sur cette question de la souveraineté, est-ce qu'on peut parler de souveraineté numérique aussi? Absolument, et c'est un sujet sur lequel il y a énormément à dire. Et pour simplifier, je dirais que la souveraineté numérique, c'est le contrôle des données. Et là où ça devient intéressant, c'est de comprendre ce que ça implique et ce que ça apporte de positif pour les utilisateurs et aussi la société. Et pour parler de souveraineté numérique, il y a 4 gros critères à remplir. Le premier, c'est le plus évident, c'est l'endroit géographique où vont être stockées les données. C'est les data centers. Ça, en principe, ce n'est pas un problème. Quel que soit son fournisseur, ils ont pour la plupart des data centers en Europe. Le deuxième point, c'est que les logiciels qui accèdent et qui traitent les données doivent aussi être européens. Je vais prendre Microsoft comme exemple. Tout le monde sait que c'est une société basée aux États-Unis, mais c'est exactement la même chose pour Amazon Web Services, Google Cloud Platform et leurs services, ou encore Alibaba Cloud. Donc je prends vraiment Microsoft comme exemple. Mais si on est aujourd'hui chez Microsoft, nos données, elles ont de fortes probabilités d'être hébergées en Europe, dans un data center en Europe. En revanche, et c'est le deuxième point des critères à remplir pour parler de souveraineté numérique, c'est que le logiciel qui accède et qui traite vos données, il n'est pas basé en Europe, parce que les logiciels sont américains. Et ce que ça veut dire, c'est que les données sont exposées à la juridiction américaine également. Et cette juridiction, aujourd'hui, elle permet au gouvernement américain d'accéder sans vous avertir à vos données. Donc le troisième point, c'est que le fort juridique de la société qui développe les logiciels et qui maîtrise les data centers doit aussi être basé en Europe. Et le quatrième point, c'est que la société qui développe les logiciels et les data centers doit être indépendante d'un point de vue économique pour ne pas subir les pressions d'un État ou d'un intérêt contraire à ceux des utilisateurs ou des valeurs de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, toutes les données sont concentrées au sein d'environ 3-4 entreprises dans le monde, qui sont américaines et de plus en plus chinoises. Et le problème, c'est que ces sociétés pèsent tellement lourdes d'un point de vue économique qu'elles sont plus neutres. C'est plus des simples fournisseurs cloud des sociétés privées, c'est des sociétés qui sont profondément reliées à leur État, leur gouvernement, ou à des groupes de pression très influents. Donc cocher ces 4 cases, ça génère aussi de nombreux avantages au-delà du contrôle des données. D'abord, ça va créer des emplois localement. Ensuite, les impôts de sociétés qui sont européennes, qui développent des technologies localement, elles vont payer leurs impôts en Europe et ne pas faire de l'évasion fiscale, parce qu'il ne faut pas se leurrer, ces géants du web, ils font des data centers en Europe, ils ont des représentants en Europe, mais les impôts ne sont pas payés en Europe ou alors ils payent le strict minimum, alors que dans le cas d'une entreprise européenne, l'intégralité des impôts seront payés en Europe, en plus des salaires des personnes qui seront payées et qui dépenseront leur argent aussi en Europe. Ça fait aussi travailler les fabricants européens. Par exemple, chez Infomaniac, dès que c'est possible, on travaille qu'avec des fournisseurs européens pour construire nos data centers, nos centrales solaires, mais pas seulement. Maintenant, on équipe aussi tous nos SSD des serveurs de la marque Swissbit, qui sont fabriqués en Allemagne et designés en Suisse. Et les panneaux solaires, typiquement qu'on construit, c'est aussi tous des modules qui sont intégralement fabriqués en Europe. Ensuite, quand on coche ces 4 critères et qu'on est vraiment souverain numériquement, on développe une réelle maîtrise technologique et c'est ça qui va permettre de générer de la valeur économique en Europe et d'avoir un réel savoir-faire ici. Et c'est ça qui va, dans les années à venir, de plus en plus d'ailleurs, créer un véritable avantage comparatif. Parce qu'en se positionnant qu'en utilisant des solutions qui sont développées à droite et à gauche de la carte du monde, on est en consommateur final et on est complètement dépendant de ces technologies et des prix que ces fournisseurs nous proposent. Et ça va élever le niveau des formations, ça va favoriser l'émergence de nouvelles filières de formation et c'est vraiment un cercle vertueux. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect écologique, parce qu'en Europe, de par nos valeurs et nos engagements, les énergies utilisées, ce n'est pas les mêmes qu'en Chine ou aux États-Unis. Typiquement, les barrages, les centrales solaires, les éoliennes et les centrales nucléaires ont un impact carbone drastiquement moins élevé
que le charbon, le pétrole ou le gaz, ce qui sont les principales énergies aux États-Unis, et en Chine, c'est majoritairement le charbon, même si on se laisse impressionner par des images de méga fermes solaires qui se construisent en Chine. L'Europe est vraiment beaucoup plus engagée que les États-Unis sur ce plan, et les data centers tels qu'ils sont construits à ce jour sont des gouffres à énergie, donc l'aspect énergétique est vraiment hyper important. Le constat aujourd'hui, c'est qu'on peut compter sur les doigts d'une main les entreprises qui cochent ces critères en Suisse et en France. Toutes nos données sont captées par des multinationales américaines ou chinoises ou des entreprises qui se font passer pour des entreprises européennes, mais qui revendent en fait des solutions américaines ou chinoises. Ça veut dire que c'est juste des sociétés écrans qui font une surcouche graphique et qui payent des licences à ces sociétés-là. Et partant de ce constat, on pourrait se demander pourquoi en fait on se retrouve dans cette situation. Si on est capable de répondre à nos propres besoins en matière numérique, il y a peut-être une raison en fait pour lesquelles, quand on a des besoins, on se tourne vers les États-Unis ou la Chine. On a des écoles qui sont à la pointe des classements internationaux. On a aussi le savoir-faire. L'énergie, ce n'est pas un problème. Ce qui se passe, c'est qu'on a un gros syndrome de l'imposteur et qu'on ne croit pas en nous. Quand le gouvernement américain a besoin d'une technologie qui n'existe pas, il se tourne automatiquement vers des entreprises américaines pour la développer. Ça ne viendrait même pas dans la discussion aux États-Unis de faire appel à une société chinoise pour répondre à des besoins de cloud computing, par exemple. En Europe, c'est tout l'inverse. On a les sociétés, on a le savoir-faire, on a les écoles, mais on va se laisser convaincre qu'on n'est pas capable de le faire, qu'on n'a pas confiance en nous, et on va choisir des providers américains qui vont nous faire des contrats spéciaux avec des promesses, parce que bien souvent, la majorité des clauses, elles ne sont pas encore réalisées, c'est des promesses, et ils savent très bien qu'à partir du moment qu'on va commencer à utiliser leurs services et surtout y mettre toutes nos données, on va ensuite être verrouillé d'un point de vue technologie, parce qu'ensuite c'est très compliqué de changer de cloud, très coûteux, et puis les promesses qu'on avait convenues au départ, qu'elles soient tenues ou pas, au final, eh bien, on sera bien obligé de continuer à utiliser les services du cloud, parce qu'aujourd'hui, toute l'économie réelle est en train de basculer dans le cloud computing. Il y a bien évidemment des avantages bien plus nombreux que ça pour les utilisateurs. On aura par exemple un accompagnement beaucoup plus élevé avec des sociétés qui sont proches de nous, qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes intérêts que nous, parce que pour une société française ou suisse, travailler avec un provider cloud qui est sur le même sol que nous, ce provider-là va dépendre de la réussite économique de sa région, ce qui n'est pas le cas si on travaille avec un fournisseur américain. Si l'Europe économiquement s'écroule, ça va beaucoup moins affecter un provider américain qui aura encore plein d'autres clients dans le monde entier, alors qu'une entreprise locale va directement dépendre de la situation économique. Ensuite, il y a aussi des avantages d'un point de vue sécurité évident. Et d'ailleurs, si vous trouvez ça bizarre, je vous invite vraiment à taper dans un moteur de recherche, vous tapez n'importe quelle société multinationale et vous mettez sécurité juste derrière, ou faille de sécurité, et vous allez voir tous les articles qui sortent chaque semaine là-dessus, alors que des sociétés européennes qui se basent sur des technologies open source, qui sont auditées dans le monde entier, dont le code est transparent, tous les pirates, les hackers peuvent accéder à ce code-là, il y a beaucoup moins de failles de sécurité, justement parce qu'il est beaucoup plus ouvert, et puis aussi une confiance, parce que n'importe qui peut aller vérifier comment sont traitées nos données, comment fonctionnent les IA open source, et ce n'est pas une boîte noire dont en fait on doit juste faire confiance. Et le problème, c'est que faire confiance à des sociétés qui sont très proches de leur gouvernement et qui ont des intérêts économiques tellement élevés, c'est jouer un gros risque, d'autant plus quand certaines sociétés qui sont ces multinationales aujourd'hui ont un modèle d'affaires basé sur la publicité. Et ensuite, c'est aussi beaucoup plus de flexibilité parce que les technologies open source ou développées localement, elles n'utilisent pas des technologies propriétaires qui empêchent de migrer ces données, de migrer son IT d'un provider à l'autre. Donc, on n'est pas enfermé dans un écosystème et on ne devient pas dépendant d'un seul fournisseur qui peut augmenter ses prix comme il le souhaite sans qu'on ait un contre-pouvoir ou une alternative technologique qui nous permette de mettre un peu de pression et dire « Bon, si vous augmentez les prix de 20% l'année prochaine, il y a de fortes chances qu'on migre 50% de nos produits chez un autre provider. » Cette possibilité qu'on a avec des acteurs locaux, on ne l'a pas avec des géants de la tech aujourd'hui. Et ensuite, c'est les maîtrises des coûts.
Parce que quand on travaille avec des acteurs locaux qui maîtrisent leur technologie, ces acteurs-là ne dépendent pas de licences ou d'acteurs intermédiaires qui vont augmenter les coûts. Et il ne faut pas se leurrer, quand on utilise des licences Microsoft 365 à travers un provider européen qui fait l'intermédiaire, et d'ailleurs ces intermédiaires sont en train d'être supprimés de plus en plus parce que Microsoft et ces sociétés-là sont en train d'enlever la possibilité aux entreprises de déployer sur site leur technologie et obligent les entreprises à directement dialoguer avec elles parce que tout est dans leur propre cloud maintenant. Il y a eu cette phase intermédiaire où on pouvait encore avoir des intermédiaires européens qui faisaient leur cloud et qui installaient les technologies Microsoft chez eux. Et maintenant, ça, c'est progressivement en train de disparaître. À partir du moment que ces sociétés elles ont capté un marché, qu'elles le dominent, c'est là qu'elles imposent leurs conditions et elles savent très bien que les gens ne vont plus avoir le choix parce qu'elles sont captives. Moi, je vois les mêmes travers qu'il peut y avoir sur la question de la souveraineté alimentaire. Toi, quel lien tu ferais entre cette question de la souveraineté numérique et la souveraineté alimentaire? Même si c'est deux domaines complètement différents, si on a une monoculture qu'on cultive plus qu'une espèce de plante donnée, eh bien le problème c'est que si les changements climatiques ou qu'un virus se développe, qu'importe, cette espèce qu'on cultive en masse ne supporte plus ces changements, eh bien on se retrouve dans une situation où on a faim concrètement. Et dans le secteur numérique, c'est exactement la même chose. Si on n'a plus que 2 sociétés ou 3 sociétés qui développent un savoir-faire, le jour où il y a une faille de sécurité, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant d'articles et de problèmes de sécurité avec ces acteurs, parce qu'en plus leurs technologies sont fermées, on ne peut même pas les vérifier, et du coup l'incitation, mais elle est maximale de trouver des failles de sécurité chez ces providers, parce que si on trouve une faille de sécurité à un endroit, et en plus c'est très facile parce qu'ils ont tellement de services dans tous les sens. Quand on veut créer un cloud public chez AWS ou quand on utilise Microsoft 365 dans une entreprise, on s'effondre sous la pléthore de possibilités qu'on a. Et le problème, c'est que si on n'a pas les compétences pour paramétrer tout ça correctement, c'est là qu'on tombe sous les failles de sécurité qui dépendent d'une part de l'utilisateur et d'autre part de ces sociétés parce que c'est extrêmement complexe. On ne se rend pas compte quand on utilise des services cloud. C'est extrêmement complexe derrière et le problème, c'est que tous les services doivent discuter ensemble et chaque interaction, chaque nouvelle possibilité qu'on rajoute dans un écosystème est une nouvelle faille potentielle. Et évidemment, si toutes les entreprises du monde utilisent une ou 2 solutions au monde qui, en plus, sont fermées et opaques, dès qu'on trouve une faille de sécurité, c'est tout le monde qu'on peut aplatir. Et pour que les gens comprennent bien le risque que ça représente, parce que quand une espèce de plante est décimée par un virus, on arrive à se représenter la famine ou bien le fait qu'on ne puisse plus avoir assez de nourriture. Et dans le numérique, c'est des fuites de données, la perte de l'accès à ces données, des problèmes de corruption de toutes ces données. Et ce que ça veut dire pour une entreprise, c'est tout simplement mettre la clé sous la porte parce que allez dire à vos clients que toutes leurs données ont été captées, que tous leurs services sont corrompus, qu'ils ont perdu tout l'historique qu'ils avaient avec vous, qu'ils reçoivent des factures qui n'ont rien à voir avec les services qu'ils ont, toute votre crédibilité, toute la confiance que vous aviez pu construire durant toutes ces années-là, elle est tout simplement perdue. Et ça, c'est les cas les plus gentils encore, parce qu'on a encore nos gouvernements qui souscrivent eux aussi à ces acteurs américains et chinois. Et là, c'est des intérêts hautement plus géostratégiques qui ont un effet beaucoup plus large sur les sociétés. Et le moins pire, ce serait que tout simplement on a un chantage on n'accède plus à nos données. Qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui si demain les cartes d'identité qui sont en train de se numériser tout d'un coup, elles sont corrompues ou qu'on n'y a plus accès? C'est toute la société qui s'arrête. Et aujourd'hui, on ne se rend pas compte, mais que ce soit le transport ferroviaire, le transport aérien, la logistique de tous les services de livraison qu'on utilise au quotidien, la logistique de tous les transports, des matières premières, de la nourriture, tout ça, ça dépend du cloud aujourd'hui. Et des failles de sécurité et des dysfonctionnements dans ces systèmes-là, c'est toute la société dans son ensemble qui peut dysfonctionner, sans parler des systèmes de sécurité, de circulation, les feux rouges et tout ce qui gère notre quotidien. Juste une info quand même pour connecter cette histoire de souveraineté numérique et souveraineté alimentaire. Il y a eu des assises de la réserve cyber à la direction générale de la gendarmerie nationale il n'y a pas très longtemps. Et c'est un chiffre qui m'a frappé. Donc, une exploitation agricole sur 5 est victime de cyberattaques.
Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, on a numérisé aussi une bonne partie de l'agriculture française. Donc, quand votre système d'information est complètement paralysé dans une exploitation, je me demande ce qu'il se passe, par exemple, avec un robot de traite ou comment un agriculteur se retrouve complètement victime d'un ransomware ou complètement, il perd toutes ses données. Donc, comme tu le décris, cette connexion où aujourd'hui tout est donné, dans le sens où on a vraiment un double numérique partout, et ces risques de failles, ça pose vraiment question, effectivement, ce côté, comme tu dis, de monoculture technologique. Et moi, ça me pose la question, là, tu parlais des difficultés aujourd'hui qu'on a en Europe à ne pas vouloir faire à notre manière. On parle quand même de cloud souverain en Europe. Alors, je sais que parfois, il y a des faunées d'entreprises, effectivement, étrangères qui essayent aussi d'imposer leur vue. Et on a l'impression qu'en Europe, on essaye de mettre en ordre de marche un cloud qui serait vraiment européen. Alors, le cloud souverain en Europe, c'est parti d'une super idée. Et il y avait le projet de créer Gaia X, qui devait être un cloud 100% européen. On avait autour de la table que des gens qui étaient parfaitement conscients de tout ce qu'on discute. Le problème, c'est que les acteurs qui ont le monopole actuellement dans les technologies numériques, elles ont évidemment vu cette perte financière potentielle et elles ont fait pression économiquement. Elles se sont mises à sponsoriser des événements massifs. Elles ont commencé à envahir le conseil d'administration de Gaia X. Et à partir de là, tout était perdu. Et on a des acteurs 100% souverains comme Scaleway qui ont jeté l'éponge et qui sont partis de là en disant on n'est plus du tout en train de faire un cloud souverain. Donc là, le sabotage a très très bien fonctionné. La voie qui est privilégiée, en tout cas en France et en Suisse, c'est des accords légaux. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien si aujourd'hui on parle de cloud de confiance et que ces entreprises américaines se marient avec des entreprises françaises historiques juste pour donner de la confiance. Mais la confiance, il n'y a que le mot dedans. Derrière, les logiciels qui traitent et qui accèdent aux données sont 100% américains. Aujourd'hui, on est en train de faire d'un problème économique, sécuritaire et stratégique. Le problème, c'est que ce n'est pas le légal qui peut résoudre ça. De la même manière que ce n'est pas le légal qui va pouvoir faire en sorte que des plantes dans un champ survivent à un nouveau virus parce qu'on ne cultive que cette plante. Les gens savent très bien que stratégiquement, le numérique, le cloud, c'est l'avantage comparatif le plus important des cinquantaines d'années à venir. Demain, c'est les intelligences artificielles. Et les intelligences artificielles, c'est directement lié aux données qui sont aujourd'hui captées que par 3-4 entreprises dans le monde. Et c'est pour ça que ces acteurs sont prêts à tout pour garder le monopole sur les données. En ce moment, on a des tentatives aujourd'hui de la Commission européenne peut-être de reprendre la main. Le 5 décembre, je voyais qu'un projet important d'intérêt européen commun sur le cloud allait être lancé, donc avec 2,6 milliards d'euros sur la table, avec une partie d'argent public, copiloté par la France et par l'Allemagne. Alors en espérant que ça n'avorte pas un peu comme le projet Gaia, et qu'on soit vraiment sur un cloud souverain européen. On entend souvent dire quand même que aujourd'hui ces services sont gratuits, donc il va y avoir un coût financier aussi parfois à basculer sur des solutions plus souveraines aussi. Hein. Après, j'entends toujours dire aussi que quand c'est gratuit, c'est toi le produit, donc ça, faut bien avoir ça en tête. Hein. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. Si c'est gratuit, c'est que les données sont souvent exploitées et revendues. Aujourd'hui, finalement, pourquoi c'est important de reprendre le contrôle sur ces données personnelles? Alors, je comprends par rapport à tout ce que tu as dit sur l'aspect souverain et l'importance aussi d'avoir ces avantages comparatifs et créer de la valeur sur le territoire européen. Pour une personne qui a aujourd'hui ces données hébergées, effectivement, chez un acteur américain, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi c'est important pour lui de reprendre le contrôle de ces données? Parce que c'est plus cher. Déjà directement, hein, le porte-monnaie. Et c'est vrai que c'est payant de plus en plus, ça c'est la fin des 15 gigas. C'est ça, parce qu'en fait, ouais. Ces acteurs ont toujours la même stratégie. C'est du 100% gratuit, du illimité, et quand le marché est capté, on monte les prix, les gens n'ont pas le choix, les gens ne savent pas comment sortir toutes leurs images de Google Photos. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Google Photos devient payant, ils achètent. Tout le monde est sur YouTube. Eh bien, qu'est-ce que fait YouTube quand ils se rendent compte qu'en fait, il n'y a plus que YouTube sur le web? Eh bien, on triple, on quadruple la fréquence des pubs, on sort des offres payantes, on joue avec les prix d'un pays à l'autre. C'est effarant de voir le coût que coûte YouTube Premium en Inde, en Argentine, par rapport à la France, la Suisse. Chaque marché, en fait, a son prix personnalisé. Et ils poussent le prix le plus haut possible et ils font des tests pour essorer le maximum les gens. Ils savent très bien que c'est qu'une question de temps. Au début, YouTube Premium était un échec et maintenant,
il y a beaucoup plus de gens qui sont captés dedans parce que c'est juste insupportable de subir ces publicités. Même chose avec les plateformes de streaming comme Netflix, Apple TV, etc. Une fois qu'ils ont capté suffisamment le marché, ils disent « Ah bah voilà, maintenant vous payez, mais en plus vous aurez des publicités. » Mais rassurez-vous, ça va permettre à des gens qui ont moins de moyens d'avoir une offre moins chère et ils commencent comme ça. Et ça finira comme à la télévision traditionnelle avec des publicités dans tous les sens. Et en plus, on payera pour ça. Il y a d'autres avantages que juste le coût. Il y a la sécurité, parce que ces sociétés-là sont beaucoup plus exposées à des failles de sécurité pour des questions de complexité de l'offre et aussi des questions de monoculture et puis de manque de transparence dans le code source. Et qui dit manque de transparence, vous ne savez pas ce que font ces sociétés de vos données. Dans ChatGPT, il y a des gens, en utilisant des prompts bien spécifiques, on arrive à ressortir des données confidentielles et personnelles avec lesquelles ChatGPT a été entraîné. Donc il n'y a pas de miracle, nos données sont utilisées. Et ensuite, c'est la flexibilité. Si un jour, vous êtes chez un provider cloud qui ne vous satisfait plus, eh bien, vous avez la liberté d'exporter vos données, d'aller ailleurs. Je donne juste un exemple parce que je l'ai vécu personnellement. On achète un téléphone portable Apple. Tous les premiers prix, déjà qui sont très chers, offrent 128 Go, 64 Go, ou pas suffisamment en tout cas, quand on a un capteur photo qui filme en 4K et qui fait des images au format RAW, où chaque image pèse minimum 12-13 mégas. Donc ça va très vite. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a un message d'avertissement, l'espace de stockage est plein. Les gens ne veulent pas perdre leurs photos, les gens ne veulent pas prendre le temps de transférer les photos manuellement sur un ordinateur parce qu'ils ont tout fait pour que ça soit un enfer. Il faut utiliser un logiciel de musique pour transférer ces photos sur son ordinateur quand on a un téléphone Apple. L'option la plus facile, mais c'est pas cher, pour quelques euros. Maintenant, on a un petit espace de stockage dans le cloud. Et puis, c'est pas cher. Par contre, quand vous dépassez ce premier palier et que vous avez déjà mis des milliers, des dizaines de milliers de photos chez eux, le prochain palier, là, vous êtes complètement essoré. J'ai essayé de sortir toutes les photos du cloud de Apple il y a quelques mois en arrière. Un enfer. Et j'y suis finalement parvenu par lot de, je crois que c'est tous les 600 ou 700 photos. On ne peut pas en exporter plus à la fois. Après, j'ai trouvé encore un autre moyen en synchronisant les données avec une application Apple. Mais même là, quand je voulais sortir les photos de l'application Apple Photo, je perdais toutes les métadonnées des photos. Ce qui fait qu'elles étaient dans le désordre. Il n'y avait plus de date chronologique. J'ai dû aller chercher un script sur un forum, le corriger, le personnaliser pour récupérer les dates dans l'exif du fichier. Un enfer. Alors que si on utilise une solution comme K-Drive de chez Infomaniac, tout ça, il n'y a pas. Vous pouvez synchroniser vos photos automatiquement avec l'application K-Drive. Vous pouvez faire couper, coller dans l'application de votre choix, les resynchroniser ailleurs, il n'y aura pas de problème. Alors justement, pour entrer dans le concret, simplement pour expliquer aujourd'hui si quelqu'un veut reprendre le contrôle de ses mails, comment il devrait s'y prendre. Vous pouvez aller sur etik.com, etik.com, et vous arriverez sur cette page-là. Et là, vous aurez en fait un email et un drive 100% gratuit, sans publicité. Et ensuite, pour rapatrier vos emails et vos fichiers, c'est ultra simple. Une fois que vous aurez créé votre compte, vous aurez accès à un webmail, qui a même une intelligence artificielle dedans qui vous permet de rédiger des mails. Par exemple, ici, si je crée un nouveau mail à Julien, je vais mettre n'importe quoi, histoire que tu ne te fasses pas spammer. Je vais appeler l'intelligence artificielle. Intelligence artificielle qui fonctionne que sur nos serveurs. Et c'est une intelligence artificielle qui est basée sur des technologies open source. Et ici, par exemple, je vais lui dire je souhaite organiser une rencontre pour les membres UniAgro. Quand serais-tu disponible? Mais on va voir qu'est-ce qu'elle me propose. Et là, l'IA va automatiquement proposer un mail que je pourrais affiner, rendre plus informel, moins informel, plus court, plus long. Je peux insérer le mail et j'ai déjà une base pour mon mail que je peux personnellement adapter. Et je peux aussi utiliser cette IA pour répondre à des mails et ainsi de suite. Qu'importe, ça c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment un webmail complet avec aussi une partie calendrier. Et tout ça, ça se synchronise aussi sur vos téléphones mobiles, que ce soit du Android ou de l'iPhone. Des applications Kmail, ouais. Exactement. Il y a une application mobile qui s'appelle Infomaniac Mail sur les stores. Et surtout, la partie la plus intéressante, c'est comment faire pour retrouver tous vos emails, tous vos contacts, tous vos calendriers chez Infomaniac. En réalité, c'est très simple. Ici, dans Actions avancées, vous avez importer des emails.
vous allez pouvoir entrer votre adresse Gmail. Ensuite, vous devrez mettre l'identifiant et le mot de passe Gmail. L'assistant va automatiquement aller récupérer toutes vos informations sur votre nouvelle adresse Infomaniac. Vous allez retrouver tous les dossiers, tous les emails, toutes les réponses, toutes les pièces jointes, tout sera là. Ensuite, pour vos agendas et vos contacts, il faudra aller dans l'agenda Google, exporter vos rendez-vous au format ICS, mais il suffit d'aller dans un moteur de recherche et taper « Exporter mon calendrier Gmail » et vous tombez sur la procédure. Et ensuite, c'est la même chose ici, vous irez dans « Action avancée »,« Importer », vous glisserez le fichier ICS généré par Gmail ou Outlook ou votre provider, hein, et vous pourrez tout retrouver vos événements ici. Et puis pour synchroniser ça sur votre mobile, ici, vous avez un assistant à disposition. Vous avez un code QR qui vous permet de démarrer la synchronisation et la configuration de votre téléphone pour que vous puissiez retrouver tous vos contacts, tous vos rendez-vous sur votre téléphone. Et maintenant, pour ce qui est de la partie Drive, voilà, là je suis sur l'interface l'interface web de K-Drive. Ici dans Réglages, vous allez normalement trouver Importer des données externes. Et ici, même chose, vous avez un assistant qui vous permet de retrouver toutes vos données à partir de K-Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Nextcloud, même si vous utilisez, ou n'importe quelle solution compatible avec le protocole WebDAV. Voilà pour ce qui est déjà pour son drive personnel et ses emails, comment tout rapatrier chez un acteur qui est 100% souverain, qui est indépendant, qui est à la pointe de l'écologie aussi, parce que ça c'est un domaine dont on n'a pas parlé. C'est qu'écologiquement, la manière dont notre industrie fonctionne aujourd'hui, c'est comme il y a 15 ans. Ça veut dire qu'on climatise encore les data centers alors que ce n'est pas du tout nécessaire. Et puis qu'on relâche toute l'énergie qu'on utilise pour le numérique dans l'atmosphère, ou pire encore dans les océans, qui n'ont pas du tout besoin d'être réchauffés en ce moment. C'est important ce que tu dis par rapport à la COP28, en ce moment où on réfléchit à chaque fois pour modifier la trajectoire du dérèglement climatique. Moi, dans mon souvenir, l'impact gaz à effet de serre du numérique, c'était 3 à 4%. Mais quand on sait que c'est exponentiel, et alors j'essaie de retrouver le chiffre, le doublement des données a lieu de plus en plus de manière approchée, parce qu'effectivement, on a de plus en plus gros capteurs de téléphone, on a des images de plus en plus grosses, on a énormément de données. D'ailleurs, il y a une question là-dessus aussi sur comment on pourrait mieux gérer ces données entre pro, perso et asso, mais ça, on y reviendra après. Aujourd'hui, ce que fait Infomaniac, c'est un peu, j'ai envie de dire, un cas d'école, mais c'est, comme tu le disais, c'est pas ce qui se pratique en règle générale. Absolument pas, et c'est plus des providers locaux comme Infomaniac, Scaleway OVH qui vont se creuser la tête pour développer des mécanismes beaucoup plus vertueux pour l'énergie, pour le CO2, pour la souveraineté des données que les gros acteurs. Et là, par exemple, c'est notre dernier générateur de sites internet qui permet de créer des sites internet aussi facilement qu'un Wix. Il y a plein de templates qu'il suffit de simplement ajouter, après c'est du glisser-déposer, enfin n'importe qui peut vraiment faire son site internet. Et ça serait intéressant d'ailleurs par rapport à, je pensais à l'atelier 2 tonnes aujourd'hui dont on parle de plus en plus pour voir comment on peut agir sur la transition écologique, de voir si on prend en compte la manière dont sont hébergées ces données. Parce que selon qu'on soit sous tel ou tel fournisseur, on n'a pas du tout le même impact. Par exemple, moi si je pars du principe que j'ai mes données chez Infomaniac, ce ne sera pas le même impact carbone ou gaz à effet de serre en règle générale qu'un autre comme Microsoft ou... On pourrait parler 1 heure rien que là-dessus, hein, sur la durée de vie des serveurs, sur les composants qu'on utilise, sur la revalorisation de la chaleur. Ouais, on pense vraiment la chose à 360 degrés sur les 2 domaines qui sont les plus dramatiques pour notre industrie. C'est l'efficacité énergétique, la revalorisation énergétique et les émissions de CO2. Avec ces 3 choses déjà, on peut dramatiquement réduire son empreinte écologique. Et le modèle économique là derrière, c'est tout simplement nos clients. Infomaniac, c'est plusieurs millions d'utilisateurs dans toute l'Europe. On est implanté uniquement en Suisse. La croissance d'Infomaniac aujourd'hui, c'est principalement la France, la Belgique, l'Italie, la Suisse alémanique, parce qu'en Suisse, on a 3 grandes régions linguistiques. C'est nos clients qui nous payent, et les services gratuits sont payés par les clients payants. On peut se permettre de faire ça, parce qu'on a aussi un service Swiss Transfer qui est complètement gratuit, qui est une alternative à WeTransfer, sauf que la version gratuite de Swiss Transfer donne tous les avantages de WeTransfer, voire même beaucoup plus, hein,
pouvez envoyer jusqu'à 50 gigas, la durée de conservation des données est 30 jours, vous pouvez protéger vos partages par mot de passe, etc. Si on peut se permettre tous ces fantasmes, c'est principalement pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est indépendant et qu'on ne doit pas faire plaisir à des actionnaires qui en veulent toujours plus à la fin de l'année, et puis qu'Infomaniac réinvestit tous ses bénéfices pour recruter du nouveau personnel et acheter du matériel pour soutenir sa croissance. Et le fait que toutes nos technologies, on les maîtrise et qu'on peut les mutualiser. Les technologies qui sont derrière K-Drive, qui est notre Dropbox à nous, KChat, qui est l'équivalent d'un Microsoft Teams ou d'un Slack, Swiss Transfer et Swiss Backup, qui permet de sauvegarder tout son parc informatique, ses ordinateurs, Swiss Backup permet de tout sauvegarder, quoi. C'est 9360 dans le cloud. Puis il y a encore le public cloud. Tous ces produits que je viens d'énumérer, c'est derrière les mêmes technologies. On parle d'OpenStack. C'est une technologie qui permet de faire fonctionner le cloud ensemble. Tous les serveurs qui permettent au cloud de fonctionner. C'est open source. C'est un des projets open source les plus dynamiques au monde. En réalité, nous, comme on maîtrise tout, eh ben, ces technologies-là, on peut les partager entre les produits. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va nécessiter le paiement de licences et qui va nous obliger de répercuter ce coût sur les clients. Donc ça nous permet de faire des économies d'échelle énormes, y compris nos data centers. La plupart des acteurs louent des espaces dans des data centers qui ne sont pas européens, qui appartiennent à des sociétés américaines. Nous, nos data centers, on les construit nous-mêmes parce qu'on a des standards écologiques dramatiquement plus élevés que ce qui se fait dans l'industrie. Ça nous permet de faire des économies énormes parce qu'on n'est pas chaque mois en train de payer un loyer énormissime à ces sociétés et on ne dépend pas d'eux. Et c'est ça qui nous permet de créer des produits gratuits, des produits dont le coût est finalement inférieur aux solutions américaines. Si je reprends l'exemple de K-Drive, parce que c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens, et que je regarde que le tarif du stockage, c'est ridiculement bas. Déjà, la première offre commence avec 2 Tera de stockage. C'est déjà très La honnête. première, c'est 15 gigas sans publicité, rien que pour vous pouvez y aller tout de suite. Et ensuite, on passe tout de suite à 3 Tera. Et si vous payez 7,40 francs par mois, vous avez 6 Tera de stockage. Et vous pouvez monter jusqu'à plus de 100 Tera. Et on a sorti récemment une nouvelle offre qui rassemble tous nos outils de productivité. Donc la solution de chat pour les entreprises, le K-Drive et les emails qui s'appelle K-Suite. Et là aussi, les tarifs sont beaucoup moins chers que l'équivalent d'un Microsoft 365 ou Google Workspace. Et pour faire la conversion, du coup, ça fait 5,50 € en K-Drive solo et quand on est en équipe, K-Drive Team, c'est 11 €. Donc ça reste effectivement par mois. Ça reste quand même plus qu'abordable. Vu l'espace de stockage qui est alloué, c'est vraiment bon marché. Et là, si je regarde K-Suite, c'est par utilisateur là, parce que c'est beaucoup plus pour les entreprises K-Suite, même s'il y a beaucoup de particuliers qui l'utilisent aussi avec leur nom de domaine, parce qu'ici, tout est personnalisé autour de votre nom de domaine. Et là, par utilisateur, c'est 15 gigas de stockage, ce qui est beaucoup. Par exemple, avec 10 utilisateurs, on a déjà 15 x 10 gigas de stockage. Ensuite, K-Suite Pro, on passe à 3 Tera de stockage par utilisateur, ce qui est juste gigantesque. Dès qu'on est 3, du coup, ça veut dire qu'on a 9 Tera de stockage. Et l'offre entreprise va jusqu'à 6 Tera par utilisateur. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, on peut tout à fait combiner du Microsoft Word avec nos solutions parce que c'est compatible. On peut modifier les documents Word, Excel, PowerPoint en ligne. On peut collaborer à plusieurs. C'est complètement interopérable. C'est ce que je disais avant. Vous n'êtes pas verrouillé chez un fournisseur. Et ça, c'est important, le côté interopérabilité. Moi, la bascule, elle s'est faite très simplement, parce que si on a un webmail qui est quand même similaire, beaucoup plus, moi je trouve simple, parce qu'à la fin, Gmail, il y avait beaucoup trop de services interconnectés, et c'était, je trouve, de moins en moins souple à utiliser, c'était trop gourmand en ressources, je trouve. Et j'avais basculé, moi, à l'époque, avec Fairmail, qui est une application aussi sur Android qui fonctionne très bien, et j'avais vraiment eu une bascule indolore, vraiment. Et l'interface... par rapport à la démo qu'a fait Thomas, elle est bien interconnectée avec les autres solutions. Et c'est vraiment très simple pour après remettre ces différentes données, quoi. Et pour rebondir aussi sur un terme associé à Infomaniac, quand même, il y a le côté cloud éthique. Qu'est-ce que tu mets derrière cet aspect éthique? Parce que on parle effectivement de plus en plus de numérique éthique par rapport à des pratiques parfois qui ne sont pas du tout vertueuses chez certains fournisseurs. Qu'est-ce que ça recoupe?
Pour nous, un cloud éthique, c'est un cloud qui ne fait pas de compromis sur l'environnement et le climat. C'est un cloud qui respecte la vie privée des utilisateurs, qui traite les données comme on aimerait qu'on les traite. Et puis, c'est un cloud qui est humain, ça veut dire qui a responsabilité sociale et économique. Ça veut dire payer ses impôts localement, ça veut dire créer de l'emploi, ça veut dire participer à la formation locale. Nous, on soutient typiquement 42, qui a aussi ouvert à Lausanne. Donc 42, pour ceux qui ne savent pas, c'est Xavier Niel en France qui l'a fait. Il y a des écoles dans tout le monde et la particularité, c'est que c'est 100% gratuit pour les étudiants. Et c'est des écoles qui sont fantastiques parce qu'elles forment les gens, elles entraînent les futurs développeurs de demain à développer leurs compétences en collaborant, ce qu'on fait dans la vraie vie après. Et on forme aussi les gens en interne, soit par des alternances, des stages ou des apprentissages. C'est simplement un numérique qui peut durer et qui peut continuer de croître sans finalement tromper les gens et le faire au détriment de l'environnement. Nous, on a démontré aujourd'hui avec notre nouveau data center que le numérique n'est plus un consommateur d'énergie finale. Le numérique aujourd'hui, c'est un intermédiaire d'un point de vue énergétique, attention. On reste des gros pollueurs, dans le sens où rien qu'un seul serveur, c'est entre 1 tonne 7 à 2,4 tonnes de CO2. Et là, je parle juste d'un seul serveur. Et c'est pour ça que quand sur les géants américains, on nous promet la neutralité climatique, cette neutralité, elle ne parle pas de l'énergie et elle parle que du carbone. Et le carbone, aujourd'hui, c'est très facile de le compenser par des projets de compensation qui sont très bon marché dans les pays en voie de développement. Et la compensation carbone, c'est bien, mais ça devrait être le dernier recours pour compenser ce qui n'a pas pu être réduit en amont. Et là, j'affiche ce schéma qu'on peut retrouver sur notre site, sur la page écologie.infomaniac.com. Et ça vous montre les émissions de CO2 qu'on génère. Ce qui génère le plus d'émissions de CO2 pour quelqu'un qui utilise que de l'énergie renouvelable comme Infomaniac, c'est l'achat de nouveaux serveurs. Et ensuite, la deuxième pause qui émet le plus de CO2, c'est le déplacement de tous les collaborateurs tous les jours. Mais vous voyez qu'on est déjà dans de l'insignifiant par rapport à l'achat de nouveaux serveurs. Et personne n'en parle de ça. Et c'est pour ça que nous, on prolonge la durée de vie des serveurs jusqu'à 15 ans. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on leur donne une deuxième vie après 5 à 8 ans d'utilisation. On a fait une étude qu'on retrouve ici. Et on a fait le trade-off entre remplacer un serveur après 15 ans. Parce qu'en fait, le trade-off, c'est un vieux serveur consomme plus d'énergie. Parce que les nouvelles technologies sont plus efficaces au niveau énergétique. Mais comme on n'utilise que de l'énergie renouvelable, on a calculé qu'il fallait utiliser un serveur 15 ans pour que sa consommation électrique génère autant de CO2 que ce qu'il a fallu pour le produire. On ne peut pas juste dire on compense à 100% ou à 200% de nos émissions de CO2, ce qu'on fait aussi. Mais en amont, il faut réduire au maximum sa consommation énergétique, arrêter de climatiser, arrêter de changer de serveur tous les 3 ou 5 ans. Et c'est une réflexion globale. Oui, c'est important ça à prendre en considération, surtout dans les services généraux au niveau des différentes entreprises. Et après, quand on est particulier, effectivement, parfois c'est bien de mettre parfois un petit peu plus cher dans un ordinateur, mais on sait qu'il est soit réparable ou soit il peut durer un peu plus longtemps. Comment on fait pour transférer ces mails, Hotmail, automatiquement chez Infomaniac? Dans tous les providers, vous pouvez créer des règles de redirection. Tous les emails qu'on vous envoie sur votre ancienne adresse, ils arrivent automatiquement là où vous le décidez. Et vous n'avez pas besoin d'écrire à tous vos contacts pour leur dire « Hey, j'ai changé l'adresse email » parce que eux, ils vont continuer un moment à vous écrire sur votre ancienne adresse. Ensuite, vous allez leur répondre avec votre nouvelle adresse. Et puis ensuite, ils vous écriront à la dernière adresse. Ça se fait vraiment sans douleur. Et vous êtes sûr de ne pas rater des mails comme ça. Tous les emails qu'on vous enverra sur vos anciennes adresses, ils seront automatiquement redirigés chez Infomaniac. Tapez simplement dans un moteur de recherche, activez règles, transfert, et là vous mettez Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, ce que vous voulez. Ça prend 30 secondes. Quand vous verrez que l'ancienne adresse n'est plus utilisée, sauf par des newsletters et du spam, eh ben vous pourrez la détruire. Et l'idée, pour compléter ce que tu dis, il faut décocher aussi souvent, conserver une copie du mail transféré. Ça, il faut le faire sauter, comme ça évite de garder la copie du mail dans l'ancienne boîte mail. Quand on peut le faire, oui, c'est une bonne idée.
La question que je me pose aussi, c'est bon, pour avoir beaucoup cherché effectivement des solutions en ligne chez des fournisseurs, moi je suis effectivement très content moi, de ce que je trouve chez Infomaniac, donc c'est pour ça que je suis content aussi de participer à montrer ce qu'il est possible d'avoir sur le sol européen. In fine, si Infomaniac continue à grandir, ça va devenir une sorte de Microsoft à terme. Le but, pour pas arriver dans de la monoculture, que d'autres entreprises développent ce savoir-faire et prennent confiance et se disent mais oui, on peut le faire. On a les écoles parmi les mieux rankées au monde. Les Américains et les Chinois viennent se former dans nos écoles polytechniques et dans des écoles réputées mondialement. Et on a tout ce qu'il faut pour le faire. Le but, c'est qu'il y ait plein d'infomaniacs, plein de Scaleway, plein d'OVH, plein de boîtes qui développent du savoir-faire. Du coup, avant de clôturer ce webinaire, demain, du coup, Infomaniac, si je fais une analogie avec le monde de l'agronomie, c'est plus dans une logique d'essaimage ou de pollinisation, plutôt que de vouloir croître en termes d'organismes, quoi. On doit quand même croître suffisamment pour rester indépendant d'un point de vue technologique. Le vrai challenge pour nous, et c'est pour ça en fait que chaque euro de bénéfice est réinvesti dans du matériel et des ressources humaines et du développement d'emplois, parce que si on veut rester à la pointe, proposer des alternatives qui sont crédibles à des entreprises qui pèsent des milliards et qui ont des milliers de développeurs, nous on doit aussi avoir une certaine masse critique pour garder des technologies et maîtriser de bout en bout ce qu'on fait. Parce que c'est quand même assez incroyable ce qu'on arrive à faire avec 210 personnes, des data centers jusqu'à la couche logicielle, jusqu'aux UX, jusqu'aux designers, jusqu'à tout. Et ça, on peut se le permettre parce qu'on ne délocalise pas, parce que tout le personnel est au même endroit, qu'on peut se parler, qu'on peut mutualiser les compétences, les ressources et les savoir-faire. Il y a quand même une limite à ça. Et c'est pour ça qu'on doit pouvoir recruter. Donc on doit avoir une certaine croissance. Étant donné que le nouveau pétrole, ce sont les données et qu'il faut entraîner les IA avec des quantités gigantesques de données, la bataille ne va pas s'arrêter. Donc je comprends la stratégie plutôt Infomaniac. À l'époque, dans les années entre 2000 et 2015, il y avait beaucoup d'hébergeurs web un peu partout. Mais même les hébergeurs que vous pourriez penser être indépendants appartiennent en réalité à quelques groupes qui possèdent tous les autres hébergeurs, qui les rachètent et qui les essore au maximum sans développer plus de valeur pour en tirer le maximum de bénéfices. Et c'est pour ça que je disais, malheureusement, des entreprises indépendantes qui créent un vrai savoir-faire, il n'y en a plus tant que ça. Et c'est pour ça que c'est important de choisir son prestataire cloud pour des raisons écologiques, économiques, et puis tout simplement pour son porte-monnaie et puis ses propres intérêts par rapport à sa vie privée et sa sécurité. Ouais, moi, ce sera un peu le mot de la fin. Là, on va pour clôturer ce séminaire. Moi, ce que j'incite les personnes qui cherchent à reprendre la main sur leurs données, c'est de tester. Encore une fois, moi j'ai fait ce chemin-là pour avoir décidé, là, il y a maintenant 3 ans, bientôt 4, de me dégafamiser, tester les solutions. C'est vrai que l'expérience utilisateur est très importante. Et moi aujourd'hui, c'est sûr que par rapport à l'offre de service et les valeurs qui sont celles d'Infomaniac et qui rencontrent les miennes, je vous incite vraiment à tester les services et vous verrez, c'est vraiment beaucoup plus indolore qu'on l'imagine que de reprendre le contrôle de ces données.